je me connais, je m'accepte. Comment ça se fait que ça débouche à la confiance en soi, tout ça? Parce que finalement, je pourrais m'accepter, mais toujours. Bah, en fait, tu le sens énergétiquement. C'est-à-dire Ouais, énergétiquement, quand tu es vraiment connecté à ton moi profond, ouais, tu commences à rayonner. ok, Les autres te le font comprendre aussi. d'accord. Et c'est un ressenti, tu vois. Là, pour le coup, c'est pas un critère, genre, oui, alors il se passait très exactement ça, machin. Mhm, Là, pour le coup, on oublie l'ingénierie, machin. mhm. C'est vraiment un ressenti. Tu le sens, tu vois. Et là, t'as confiance en toi qui monte, et puis là, tu oses t'exprimer plus, tu oses faire ci, tu oses faire ça. Mhm. Et tu déclenches un cercle vertueux, en fait. Donc là, c'est vraiment un pur ressenti, quoi. Ouais, parce qu'il y a quelque chose finalement, tant que je suis dans un modèle où j'essaye de me faire rentrer dans une case qui n'est Hmm. pas la mienne, Oui. je suis en train de rentrer dans Hmm. un déni de moi-même Oui. ou une sorte Hmm. d'opposition envers Oui. moi-même. Et donc le moment où j'arrête de chercher ça, où Hmm. j'arrête d'être dans un combat avec moi-même et je suis en paix, Hmm. bah, ça fluidifie. Oui, tu te sens heureux aussi. T'as un vrai sentiment de bonheur parce que tu t'es pas en train de te battre et essayer de devenir ce que tu n'es pas. Hmm. T'as un vrai sentiment de bonheur qui est le même d'ailleurs que quand tu rencontres la femme ou l'homme de ta vie, tu vois. C'est-à-dire la personne qui te correspond vraiment. Hmm. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'on l'a tous vécu. C'est-à-dire, voilà, tu rencontres quelqu'un, tu essaies, puis je sais pas, tu sens que ça te correspond pas et t'es pas à l'aise avec cette personne. Tu sais pas Hmm. dire pourquoi. Et c'est pas la faute de la personne, c'est juste que vous êtes pas compatibles, quoi, tout simplement. Et quand tu Hmm. rencontres la personne avec qui tu es vraiment compatible, bah, t'as ce sentiment d'être à ta place, tu vois. Ouais. T'as pas le sentiment de devoir être quelqu'un d'autre, tu vois. Une fluidité relationnelle. Voilà, Hmm. tiens, je te donne un exemple. Une fois, j'ai rencontré une femme comme ça. Elle, pour le coup, c'était une rouge, tu vois. C'est-à-dire très caractérielle, etc. Et alors, au début, je trouvais ça excitant, au début. Ouais. Ouais, j'aimais bien ce côté, parce que je sais ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est une très caractérielle. En fait, ce qu'elle cherche, c'est un mec qui va la dominer, tu vois. C'est ça qu'elle cherche. Ok. Et je trouvais ça excitant. Mais en fait, pour une relation, ça ne me correspond pas. Pourquoi? Parce que c'est fatigant, tu vois. Hmm. Voilà, les premiers rendez-vous, ça posait pas de problème parce que la séduction, c'est le jeu de la séduction, Hmm. donc c'est cool. Mais je me suis rendu compte que ça me correspondait pas quand on a commencé à passer un week-end ensemble. C'est-à-dire, en fait, c'était fatigant pour moi, tu vois. Hmm. Parce que ce dont elle avait besoin, c'est pas vraiment qui je suis, tu vois. Hmm. Et alors que bah, la photographe dont on parlait tout à l'heure, elle, c'est pas du tout ça, tu vois. C'est pas une personne ultra caractérielle qui cherche un mec, qui cherche un rouge plus plus, tu vois. Hmm. Parce que elle, la personne dont je parlais avant, elle cherche un rouge plus plus, tu vois, si on parle du disque, tu vois. Ouais. Et là, du coup, bah, quand tu rencontres cette personne qui en fait est faite pour toi, bah, t'as un sentiment de plénitude, tu te sens bien, t'as pas à jouer un rôle, tu vois. Hmm. C'est, Et je pense qu'on peut développer là-dessus, mais c'est une erreur que font beaucoup de gens, effectivement, c'est de se dire non, mais peut-être que si je fais ça, elle va finalement m'aimer souvent en fin de relation d'ailleurs, hein. Ceux oui. qui veulent, il y a beaucoup de coachs en relation qui jouent sur le côté récupérer son ex. Hmm. Mais si j'arrive à mettre ça en place, ah mais et alors, Ça a duré un mois. ouais, tu veux vraiment que quelqu'un t'apprécie pour quelque chose que tu n'es pas et que tu joues un rôle toute ta vie? C'est quoi le, le business en fait? C'est ça. Ouais. Et mais ça, c'est une erreur qui est souvent faite, hein. Ouais, d'essayer de devenir quelqu'un d'autre parce que tu as lu un article sur internet que ça plaît aux femmes, aux hommes, ou etc. Hmm. Ouais, tu vas peut-être tenir un ou deux rendez-vous, mais après la réalité va te rattraper. Et si tu joues un jeu qui n'est pas le tien, bah en fait, c'est juste ça marche pas, tu vois. Hmm. Et j'en rencontre souvent des hommes voilà, qui se mettent bien en tête, ouais, je vais être le mal alpha, Mais c'est machin. intéressant parce que je pense que le monde de la séduction ou du coaching Hmm. dans tout ça attire souvent des gens Oui. qui se sont dit aide-moi à devenir Hmm. X ou Y, souvent mal alpha, leader, tout ce que tu dis, extraverti, C'est parce ça. qu'ils se sont mis dans la tête, vu que là aujourd'hui j'ai pas de relation, Hmm. ça doit être ça la solution. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que tu me dis, tu les chopes et tu leur dis écoute, en fait, c'est faux. Hmm. Ça, c'est exactement ce qui va te laisser dans cette spirale infinie de hamster où tu vas jamais trouver la C'est une solution. spirale de l'illusion surtout. Ouais. Tu sais, encore une fois, je reprends l'exemple que j'en parle souvent d'ailleurs à mes clients. Voilà, les mecs qui se mettent bien en tête, ouais, je veux être un leader, etc. Mhm. Chaque fois, je leur dis, les gars, allez dans une salle de boxe taille. Va dans une salle de boxe taille. Tu vas voir des mecs qui transpirent le rouge, leadership, machin. Mhm. On va voir combien de temps tu tiens. Mhm. C'est pas longtemps. Mhm. Parce que ces mecs-là, ils ont ça dans le sang. Et voilà. Et si t'es pas comme ça,
joue pas ce jeu-là, tu vois. Joue un autre jeu. Par exemple, je donnais l'exemple de l'artiste tout à l'heure, voilà, si tu as plutôt une âme d'artiste, tu vois, joue le jeu de l'artiste parce que ça te correspond, tu vois, mais pas celui de quelqu'un d'autre. Ok. Et donc, une fois qu'on a parcouru ce chemin-là, imagine, voilà, mon chemin de. J'allais dire chemin de l'alpha, mais. Ouais, euh, Comme il dit. Comment il s'appelle le gars qui parle de. Du coup, rafraîne un peu là. Parce que Andrew Tate. non, le gars de l'histoire, de la vie, le, le, le guerrier des 100 visages, là. Je sais pas. Euh, le voyage du héros, tu sais. Non. En gros, une fois que j'ai compris ça et que je continue mon voyage du héros, donc je rencontre une femme. Quelles sont tes philosophies, tes réflexions par rapport aux relations, une fois qu'on est déjà en relation? C'est-à-dire. Bah, qu'est-ce qui fait qu'une relation, elle est fluide, elle dure dans le temps, qui marche, Hmm. Bah, versus non, non. Bah, déjà, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est pour savoir si tu es avec la bonne personne, il faut déjà avoir l'expérience qui te permet de le savoir, tu vois. Ok. Et pour le savoir, bah, il faut avoir un petit peu de vécu, il faut avoir testé plusieurs relations avec des femmes qui ont des typologies différentes, etc., pour savoir ce qui te correspond. Mhm. Et ça te permet justement que quand tu tombes sur la bonne personne, bah, tu sais que c'est elle parce que l'expérience te permet de le dire, tu vois. Ça, c'est la Mhm. première chose. Et deuxième chose, moi, je crois beaucoup, je crois pas vraiment la similarité dans le couple. Après, Ok. voilà, c'est toujours un débat, est-ce qu'il faut être similaire ou complémentaire? Mhm. C'est un débat, on pourra en parler pendant des heures. Moi, je crois en la complémentarité. Je pense que les meilleures relations, c'est les relations basées sur la complémentarité. Ok. Et quand je regarde autour de moi, les relations qui durent plus longtemps, c'est toujours quand il y a la complémentarité. Quand tu as deux personnes qui sont très différentes, mais qui se complètent ensemble, qui s'aiment pour les qualités et défauts de chacun, Mhm. et qui avancent ensemble, tu vois. Comme bah, par exemple le couple entrepreneur dont j'ai parlé, qui sont très différents en termes de caractère. Par contre, qui sont similaires sur la vision de vie, tu vois. C'est-à-dire complémentarité par le caractère, la façon d'être, etc. Par contre, similarité sur où on veut aller où on veut aller dans la vie, tu vois. C'est, Mhm. par exemple, la question des enfants, ou etc. Tu vois. Par exemple, bah, le couple d'entrepreneurs dont je parlais, bah, ils sont entrepreneurs tous les deux, donc ils ont une similarité en termes de vision de long terme, tu vois. Mhm. Alors que, voilà, si t'as pas de similarité à ce niveau-là, par exemple, je sais pas si t'as une personne qui veut, j'en sais rien, faire le tour du monde, etc., et t'as l'autre qui veut une vie de famille, ça marche pas, tu vois. Mhm. Tu peux avoir une complémentarité de caractère, mais une divergence forte en termes de plan de vie, tu vois. D'accord. Souvent, d'ailleurs, les gens font pas assez cette démarche-là, c'est-à-dire quand tu rencontres une personne, de questionner la partie, ok, c'est quoi ton plan de vie, tu vois. Les femmes le font plus que les hommes, d'ailleurs, Mhm. je trouve, parce qu'elles anticipent la suite, tu vois. Les hommes le font pas. C'est plus, bon, on se met ensemble parce que c'est cool, machin. Ouais, ok, c'est quoi votre vision dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous voulez aller dans la même direction, tu vois? Ouais. Donc c'est important de questionner ça au début pour pas se planter, passer plusieurs années avec quelqu'un qui a au final pas du tout la même vision et Oui. ça va tôt ou tard péter. Mm. Ah oui, il Alors qu'il faut y a déjà en plus le. beaucoup plus d'engagement. C'est ça. C'est avant de te mettre officiellement ensemble, il faut que ces questions soient claires. Parce que si tu le fais pas là, parce que tu peux très bien dire ouais, je vais faire au feeling, ça va être cool, machin. Si tu le fais pas au début, ça va te rattraper après, tu vois. Et ça peut engendrer malheureusement des relations qui se finissent très mal parce qu'en fait tu te rends compte que tu as passé 1 an ou 2 ans avec une personne alors qu'en fait vous n'avez pas du tout la même vision de vie, ce qui est Ouais, dommage. Et ça arrive, hein, ça il y arrive a des souvent. couples qui font ça malheureusement parce qu'en fait ils ont pas. Souvent c'est par manque de courage. En fait Ouais. ils ont peur de perdre l'autre et du coup ils n'ont pas le courage d'amener ces sujets. Et du coup, ils vont s'adapter à l'autre personne, ils vont dire ouais, pas de problème, etc. Alors qu'en fait, au fond d'eux, c'est pas ce qu'ils veulent, tu vois. Hmm. Je sais pas, par exemple, j'ai déjà rencontré des hommes qui veulent pas d'enfants, tu vois. Et quand ils rencontrent une femme qui, elle, veut des enfants, et en fait, ils vont être un peu évasifs sur le sujet, ils vont dire ouais, on a le temps, je suis ouvert, etc. Alors qu'en fait, au fond d'eux, ils veulent pas du tout. Mais ils osent pas le dire parce qu'ils savent très bien que s'ils disent je veux pas d'enfants, bah, la relation s'arrête là, tu Ouais. vois. Mais en Et fait, ce qu'ils voient pas, c'est le long terme que en fait vaut sans doute mieux qu'elle s'arrête là en fait. ben oui. Parce que qu'est-ce Mais que tu fous? ils osent pas le faire parce que Ouais. justement, ils n'ont pas cette expérience qui leur donne cette Hmm. confiance de pouvoir retrouver quelqu'un d'autre, tu vois. Hmm. C'est pour ça, c'est le Donc piège des relations par défaut. ils pensent ne pas pouvoir trouver quelqu'un d'autre Ouais, en fait. c'est le piège des relations par défaut. C'est Hmm. quand tu n'as aucune expérience et que tu te mets avec la première personne
et que tu t'adaptes par rapport à elle, etc., c'est une fuite en avant en fait. Tu gagnes à court terme parce que tu es avec quelqu'un, tu vois, mais tu retardes le sujet qui Tu arrivera un jour ou retardes l'autre. l'inévitable. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc c'est une grande erreur de Ouais. faire ça. Donc ce que je vois quand tu parles de relation, c'est au final, il y a pas mal de choses qui jouent quand même au début, peut-être pas le premier jour, mais sur les 2 à 6 premiers mois, quoi. D'avoir ces discussions-là, de quand même être sûr d'avoir la bonne personne et peut-être pas éviter à. Il n'y a rien de mal. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont dans les relations par défaut vont penser que quand tu dis ça, la chose que je vais dire, t'es un connard. C'est-à-dire, pas hésiter à arrêter la relation. Mhm. Ouais, mais on n'est pas là pour jeter les gens comme si c'était un mouchoir. Souvent, les gens qui sont dans la relation Oui, par défaut vont avoir cette réaction-là. Ouais, mais moi, je jette pas les gens comme des mouchoirs. Je dis, c'est ça. mais non, tu n'es pas en train de jeter les gens comme un mouchoir. Tu es en train de déterminer par un questionnement adulte Mhm. que on n'a pas les mêmes plans de vie Mhm. et que du coup, C'est ça. ce n'est pas compatible. C'est ça. Et c'est Et- pas du mépris, au contraire, c'est honorer toi-même, honorer l'autre, respecter toi-même, respecter l'autre dans cette différence et cette incompatibilité C'est ça. et avoir le courage de. Je vais te faire un parallèle. Ouais. C'est comme si tu es au chômage Ouais. et que tu prends le premier travail qu'on te donne parce que tu as besoin d'argent, etc. Ok. Ouais, mais en gros, tu vas accepter le premier truc qu'on va te donner qui en fait ne correspond pas du tout, peut-être dans une entreprise qui ne correspond pas non plus, tu vois. Mm. Donc tu es peut-être gagnant à très court terme parce que tu fais rentrer de l'argent, mais à long terme, le prix à payer il est terrible, tu vois. Et les relations amoureuses, c'est exactement la même chose, tu vois. Donc c'est pour ça que cette expérience-là te permet de faire des meilleurs choix et de trouver le courage d'arrêter une relation quand tu sais ou quand tu sens que ça va pas le faire. Mm. Beaucoup de personnes n'ont pas ce courage-là, tu vois. Tout à fait. Voilà, par exemple, les personnes qui disent ouais, mais les relations comme des mouchoirs, machin, comme tu as dit tout à l'heure, ouais, qu'est-ce qui est pire? Rester dans une relation qui est déjà condamnée, mais parce que t'as pas le courage de l'arrêter, Mm. ou avoir ce courage-là, tu vois. Et c'est juste être honnête avec la personne. C'est aussi par rapport à la personne, c'est ne pas lui faire perdre son temps. C'est une forme de respect aussi, tu Tout à vois. fait. Il n'y a rien de pire que de t'adapter à une autre personne parce que tu as peur de la perdre pour ensuite la décevoir 1 an, 2 ans après. Et Parce tu lui as que fait perdre 2 ans parce tu que, lui as fait perdre 2 ans de sa vie. parce que tu n'as pas assumé les choses que tu voyais dès le Voilà, il début. n'y a, y a pas pire comme irrespect. Et la relation, quand elle se termine comme ça, je peux te dire, c'est assez méchant, tu vois. Donc non, il faut avoir ce courage-là. Et c'est juste la vie. De toute façon, la majorité des partenaires que tu vas rencontrer, ce ne seront pas des partenaires de long terme. Et c'est normal, tu vois. Mm. C'est pour ça les personnes qui disent qui se sont mis en couple avec la première femme qu'ils ont rencontrée, qui disent oui c'est la bonne, etc. Je dis, non, t'en sais rien, c'est la seule que tu as rencontrée. T'en sais rien du tout. Peut-être qu'en fait tu passes complètement à côté d'une relation là qui aurait été 10 fois plus épanouissante. Ouais. Et il y a de fortes chances d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu penses? Parce qu'il y a souvent un paradoxe assez intéressant, hein, je trouve, entre ceux qui sont dans une relation toxique et qui se disent non, mais tu comprends, faut passer les difficultés, il faut tenir le. Ça, j'adore, tu vois. Mais en fait, tu es dans une relation complètement fucked up et tu t'auto-convaincs en te disant non, il faut convaincre. Et ceux qui croient à l'inverse, qu'il faut être, que tout doit être super fluide, nanana, et que c'est parfait, et que tu n'auras rien à faire et jamais de conflit, nanana. Alors qu'en fait, une vraie bonne relation saine, c'est peut-être entre les deux. C'est-à-dire que, oui, quand même, c'est fluide, tu vois. Ce que je veux dire, c'est, tu te fais pas chier au quotidien, tu te disputes pas au quotidien, sinon, il y a un truc qui va pas. Par contre, tu auras des moments de conflit, tu auras des moments d'ajustement, tu auras des moments de discussion. Les conflits sont nécessaires en couple. Ok, donc. C'est un couple où il n'y a jamais de conflit, il y a un problème. C'est-à-dire des non-dits ou autre, mais c'est pas normal qu'il n'y ait jamais de conflit, tu vois. Donc non, ça fait partie de la bonne santé d'un couple, c'est de avoir des conflits tous les jours, évidemment non. Ouais. Aucun des deux extrêmes n'est bon, mais c'est normal d'avoir régulièrement des conflits. C'est ta partenaire, tu vois. Donc, c'est comme quand tu montes une boîte avec un associé. Si tu n'as jamais de conflit avec ton associé, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire peut-être que l'autre, en fait, il y a des non-dits, ou alors il est en train de complètement t'adapter à toi et ça va te revenir dans la figure plus tard, tu vois. Donc non, les conflits permettent de crever l'abcès sur des choses qui vont pas, sur des non-dits, sur
des potentielles divergences aussi. C'est à ça que sert le conflit. C'est un rééquilibrage en fait, tu vois. Un conflit permet de passer d'un équilibre A à un équilibre B. Et donc c'est ça, au contraire. Et je vois plus souvent d'ailleurs la vision de oui, le couple idéal, faut qu'on soit pareil, faut qu'il n'y ait jamais de dispute, etc. Et vous êtes fous, ça arrive jamais ça. Et si ça arrive, c'est bizarre quoi. Et l'autre extrême, tu le vois parfois aussi, ceux qui sont dans une relation complètement fucked up et toxique et qui sont là, non, mais ça va, on va y arriver. Ouais, mais c'est plus du. Là, c'est vraiment du cas par cas quoi. Ouais. Ouais, j'entends. Bon, j'imagine beaucoup de clients quand même, c'est des gens qui viennent te voir pour rencontrer, donc t'as moins le cas des relations un peu toxiques. Ouais, C'est pas ton pareil, positionnement. c'est relation toxique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, concrètement. Tu vois, là déjà, ça commence à sécher quand tu demandes aux gens, parce que ça, c'est un terme, comme le terme pervers narcissique, tu vois, c'est un truc que j'entends souvent. On dit, ouais, mon mec, c'était un pervers narcissique. C'est quoi un pervers narcissique? Qu'est-ce que c'est? Ah, là, déjà, tu as une définition différente. Déjà, tu demandes aux gens s'ils ont tapé la définition de pervers narcissique sur Internet. Déjà, tu perds tout le monde. Personne ne le fait, tu vois. Donc, non, ça, c'est des mots valises qu'on utilise. C'est des mots valises, mais qui quand même parfois sont une réalité. Oui, Enfin, je veux dire, c'est des mots valises qui traduisent une situation qui ne va pas, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas, quelle en est la cause, pourquoi, etc. Et c'est là que tu rentres, c'est pour ça que je disais c'est du cas par cas, parce qu'en fait chaque situation est différente, tu vois. Et ouais, toutes les personnes qui disent ouais, mon ex c'était un pervers narcissique machin, bah en fait quand tu rentres dans le détail, c'est des histoires différentes à chaque fois. C'est jamais un problème qui revient constamment. Et après, ça c'est deuxième chose, c'est souvent plus facile aussi de rejeter la faute sur l'autre que de se remettre en question soi. C'est facile de dire ouais, ma relation a foiré parce que mon mec c'était un égoïste ou un pervers narcissique ou machin. Ok, tu dis que ton ex était égoïste et que ça n'a pas fonctionné pour cette raison. C'est-à-dire, concrètement, l'égoïste, tu le traduis comment? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bah, au lieu d'être avec moi tous les soirs, il joue à ses jeux vidéo, machin. Ok, il passe combien de temps? Ah, 1 heure par jour. Ok, 1 heure par jour. Peut-être qu'il a besoin de ça. Peut-être c'est sa manière de se ressourcer. Peut-être qu'en fait, c'est juste tu as mal compris son mode de fonctionnement et que c'est parti de là, tu vois. Là, déjà, il y a des. Il y a des trucs, tu vois. Ou un autre exemple, par exemple, je me suis entendu la question du ménage, tu vois, dans les couples. Ouais, mon mec, il fout rien, etc. Et en fait, quand tu creuses dans le détail, tu te rends compte qu'en fait, c'est deux personnes qui ont une vision différente de la propreté, de l'ordre dans une maison. Il y en a qui sont ultra maniaques, il y en a d'autres qui sont bordéliques. Et voilà, et la personne qui est bordélique, c'est pas que la personne est feignante, c'est que la personne est comme ça. Il y a des gens, j'en connais, qui ont besoin que ce soit un peu le boxon pour être bien, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin que tout soit au millimètre près, bien rangé, tout propre, etc. Ou alors, soit ils ont besoin que ce soit un peu le bordel, soit ils ont une tolérance au bordel qui fait que ça les dérange pas, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est un problème de tolérance, en fait. C'est-à-dire que tu as une différence entre les deux. Et après, c'est une discussion à avoir pour dire où est-ce qu'on met la barre de la tolérance. Mais ne demande pas, par exemple, si on prend l'exemple d'un mec bordélique, ne demande pas au mec bordélique de tout nettoyer, de machin. Ça marchera jamais, tu vois, parce qu'il n'est pas comme ça. Donc l'idée, c'est pas non plus, c'est de lui expliquer que son mode de fonctionnement est gênant parce que toi, tu aimes que les choses soient bien ordonnées, etc. Quel compromis vous faites et où vous mettez le curseur. C'est peut-être bête, mais une des solutions, par exemple, pour la question du ménage, c'est une femme de ménage, tout simplement. Quoi. C'est aussi bête que ça. Ça résout beaucoup de problèmes. Je pense que les femmes de ménage, ça résout beaucoup de problèmes de couple. ou le problème de la vaisselle, etc., t'achètes un lave-vaisselle. Voilà. En fait, il y a des problèmes qui peuvent être résolus d'une manière aussi stupide que ça. Et voilà. Mais il faut en discuter. Mais l'erreur, c'est d'essayer de faire changer l'autre. Tu vois, de faire passer un bordel à un mec ordonné ou autre. Ça marche pas. Tu essaies de trouver un compromis, mais tu ne changes pas la personne sur ça. Tu vois. Ok, donc de passer de s'accepter soi-même à accepter l'autre aussi, finalement. Oui, aussi. C'est ça. Donc, soit on arrive à trouver des compromis, soit on n'arrive pas, il faut arrêter. Ouais, je disais tout à l'heure, il y a toujours des compromis dans une relation, c'est normal, parce que vous êtes des personnes différentes. Par contre, trouver des compromis passe aussi par accepter qu'on ne change pas l'autre.
tu vois. Mm. L'exemple que je disais tout à l'heure, si la personne est bordélique, elle restera bordélique, elle changera pas. Alors, tu lui demandes de faire un effort, ça va durer 2 jours. Et après, ouais, je t'avais dit, machin, et puis après, c'est le dispute et tout. Ça sert à rien, c'est des conflits inutiles, tu vois. Donc, ouais, c'est un travail d'acceptation. Et tu vis beaucoup mieux d'ailleurs quand tu fais ce travail d'acceptation. Parce qu'après, ce qui vient derrière, c'est le lâcher prise, tu vois. Tu lâches prise. T'es pas en train d'essayer de machin, tu vois. Tu lâches prise et si c'est pas la bonne personne pour toi, bah, aie le courage d'arrêter la relation pour trouver quelque chose qui te correspond. Et ouais, aujourd'hui, je trouve on manque beaucoup de courage, tu vois. Beaucoup de personnes ont perdu ce courage d'affronter la fin de quelque chose, de mettre fin à quelque chose, tu vois. Je veux dire, même mes parents, quand ils ont divorcé, c'était la même chose, tu vois. À la fin, c'était ma mère qui a dû le faire, parce que mon père avait pas le courage, tu vois. Préférait, ça, le sujet des relations par défaut, je connais très bien. Mon père préférait rester dans une relation qui était déjà morte, plutôt que de se retrouver célibataire, tu vois. Et c'est ma mère qui a dû faire la démarche de demander le divorce, de mettre fin à un truc. Ça c'est bien fini, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Mais c'est elle qui a dû trouver le courage, tu vois. Parce que, Ça aurait pu traîner un peu moins, quoi. C'est ça. ah oui, et ça peut durer aussi longtemps que si aucun des deux qui a le courage d'arrêter, ça peut durer très longtemps, tu vois. Et entre-temps, bah, tu ranges ton frein, t'es malheureux, etc. Et ça, c'est terrible. Il y a beaucoup de couples qui sont dans des situations comme ça. J'ai souvent, un truc dont je parle souvent, j'ai presque toutes les semaines au moins un client au téléphone qui me dit j'étais en couple pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans avec une femme que je n'aimais pas. Je le savais. Je le savais très bien, parce que les gens sont pas bêtes, hein, ils le savent. Il le savait, mais il a fait semblant. Et il m'a dit, t'es la première personne à qui j'en parle. Avant, il a fait illusion avec tout le monde, avec sa femme, avec sa famille. Même avec sa femme. Ouais, ils se sont mariés. Et après, ils ont fait un enfant. Et il est resté ensuite pour l'enfant. Enfin, en tout cas, c'est l'excuse qu'il s'est trouvé, c'est de dire oui, mais j'ai un enfant, donc je peux pas partir. En fait, c'est une excuse. S'il n'y avait pas l'enfant, il serait pas parti non plus. Le vrai sujet, c'est qu'il avait pas le courage, tu vois, d'arrêter la relation. Et comme tu dis, c'est un manque de respect aussi pour sa femme au final. Parce qu'il oui. l'aime pas. Oui, C'est alors ça. il n'y a pas le. C'est ça, c'est au moins tu peux ne pas respecter ton propre temps, je veux dire c'est ton problème, tu vois, tu te démerdes, tu vois, mais fais pas perdre celui des autres, tu vois. Y a pas pire comme irrespect que de faire perdre le temps. Pour moi, la chose qui a le plus de valeur au monde, c'est le temps, tu vois. Et quand je respecte quelqu'un, je lui fais pas perdre son temps, tu vois. Je sais pas, c'est des choses belles, j'arrive à leur rendez-vous, etc. Et en relation amoureuse, quand je suis avec une personne où je sais que ça va pas marcher, je fais pas traîner pendant 6 mois, un an, tu vois, pour lui faire espérer que Et tu estimes à combien ce temps, justement, on en parlait. Bon, il y a un moment, tu connais pas du tout la personne. Tu vas Ouais. pas non plus lui faire dresser sa liste de courses tout de suite, le premier date, bam, tu vois. Et en même temps, tu vas pas laisser traîner non plus un an. Donc c'est quoi pour toi le juste temps où tu trouves en général si la personne elle 90 jours à peu près. Ah ouais. C'est en fait quand tu rencontres quelqu'un, au début tu as la phase de séduction, etc. qui dure je sais pas 4-5 rendez-vous quoi grosso modo. Et après tu rentres, alors j'appelle ça la période d'essai, tu vois, c'est comme quand tu signes un CDI ou quoi, tu as une période d'essai parce que ça peut ne pas te convenir. L'employeur c'est pareil, l'employeur peut mettre fin à la période d'essai parce qu'il se rend compte que tu fais pas le job, tu vois. Les relations amoureuses c'est pareil. T'as 90 jours, pour moi, c'est à peu près la période dont tu as besoin pour quand tu penses que cette personne est potentiellement la bonne pour toi, mais que tu le sais pas encore parce que tu la connais pas assez. Tu as besoin de 90 jours pour le savoir. C'est le temps dont tu as besoin pour sortir ensemble, au resto, pour passer un week-end ensemble, éventuellement présenter à ses amis, etc. Et tu as besoin de faire tout ça pour savoir si ça match ou pas. Avant, tu peux pas le savoir, tu vois. Comme la personne dont je parlais, la rouge plus. Au début, la phase de séduction, moi je trouvais ça excitant, tu vois, son très fort caractère. Et il m'a fallu 1-2 mois pour me rendre compte qu'en fait ça me correspondait pas, que ça m'épuisait, que je me projetais pas pour ça. Mais avant, c'était pas possible de le savoir, tu vois, il a fallu du temps pour ça. Et pareil, c'était pareil aussi de son côté, elle cherchait un mec très, très caractériel aussi. Et, voilà, je peux pas être comme ça tout le temps, tu vois, parce que c'est pas moi. Et du coup, voilà, au bout de 2 mois, on s'est rendu compte qu'en fait, on se correspondait pas, tout simplement. Et c'est ok, tu vois. Donc voilà, 90 jours. Ok. Un mot sur le physique dans la séduction, dans les relations. Parce qu'on parle d'alpha body, l'esthétisme du corps. C'est quoi ton avis là-dessus?
Alors, j'ai surtout parlé côté masculin, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est-à-dire, il y a souvent des clients qui me demandent ouais, est-ce que avoir un beau physique, c'est indispensable? Mhm. Et il y a une histoire que je sors souvent, c'est une histoire vraie. C'est, pour tous les mecs qui vont dire, non, c'est pas vrai, je te crois pas. Les personnes qui ne croient pas, c'est votre problème, mais c'est une vraie histoire. C'est un mec, je l'ai appelé Dieu Alban. Comment? Dieu Alban. Dieu Alban. Ouais, ce que c'est, tu vas comprendre pourquoi, c'est God Level. C'est un mec qui rendait fou tout le monde. Même moi, il me rendait fou. En fait, il te rend fou parce que, imagine Doc Gynéco, la même façon d'être, Ouais. mais 10 fois moins bien physiquement. D'accord. Genre, le mec tout le temps. Par exemple, t'avais une conversation avec lui, par exemple, je sais pas, tu lui dis, tu lui poses des questions très bêtes, genre, ah tiens, t'as parlé à Emilie, là, tu as dit quoi? Oh, je dis salut, il y a quoi dans ton verre? Comme ça. Et après, t'as dit quoi? Ah bah, j'ai pris son numéro. Tu sais, il parle vraiment comme ça, tu vois. D'accord. Et voilà, c'est une personne, il a pas d'hygiène, il a jamais fait de muscu de sa vie, je crois qu'il fait pas de sport non plus. Coupe de cheveux, je crois, il va jamais les pieds chez le coiffeur, ça part dans tous les sens, etc. Et ma première copine qui l'a connu à l'époque, elle m'a dit texto, ouais, Alban, il me dégoûte, quoi, parce qu'en fait, il avait très peu d'hygiène, tu vois, quoi. Et pourtant, bah, cette personne-là, on l'a tous vu de nos yeux, séduire de très très belles femmes, tu vois. Aussi incroyable que ça paraisse. D'accord. Et mon pote, un de mes meilleurs potes de l'époque, qui s'appelait Seb, lui, ça le rendait fou parce que Seb, il passait 2 heures avant de sortir. Par exemple, quand on sortait en bar, je te jure, il passait 2 heures dans la salle de bain, le gel, le machin, Ouais. à choisir quel t-shirt il va mettre ce soir. Il pouvait passer une demi-heure à choisir son t-shirt, tu vois. C'est vraiment tout calculé, millimétré pour vraiment être le plus propre, le plus attractif possible, etc. Et puis là, il voit le banc passer, qui est là, et ça le rendait fou. Il disait, putain, mais what the fuck, quoi. Et ça, c'est un premier exemple. Après, deuxième exemple, c'était mon ancien coloc. Ouais. Pareil, il faisait pas de sport, il faisait rien, il picolait tout le temps, il geekait, il était au chômage pendant un moment, tu vois. Donc vraiment, il foutait rien. Et il a séduit, il a rendu fou amoureux des femmes qui étaient entrepreneuses ou autres, tu vois. Et j'ai vu d'autres exemples comme ça. Et en fait, ça m'a amené ma conclusion est très simple. C'est avoir un beau physique, en fait, c'est un bonus. C'est-à-dire, c'est un bonus qui va te faciliter tout, mais qui n'est pas indispensable. Tu peux tout à fait y arriver, même si tu n'as pas un beau physique. Et j'ai vu plein de contre-exemples le faire. Et là, en général, quand je dis ça, il y a les mecs qui vont dire ouais, parce qu'ils ont de la thune ou machin. Non, c'est des mecs. Ouais, parce qu'il y a du Alban, quoi. Pardon? Il y a du Alban qui contre-exemple. Ouais, Mais du même Alban, mon qu'est-ce ancien qu'il a? coloc, Comment etc. tu l'expliques, du Alban, sa réussite? Deux choses. La première, c'est détachement absolu. Il n'y a rien qui l'affecte. Et du coup, en fait, quand il approche des nanas, quand il les drague, etc., dans la phase de séduction, tu vois, il y a toujours ce qu'on appelle une phase de shit test, c'est-à-dire ce qu'on appelle des shit tests dans le jargon. C'est quand une femme va te poser un peu des questions pièges. Par exemple, tu vas aborder une femme, bah, elle va te dire ah, tu dis ça à toutes les femmes? D'accord. Et c'est ça, tu vois. Et en fait, lui, il était non réactif à tout ça, complètement détaché. Et en fait, c'est déconcertant, tu vois. Et le détachement est un des facteurs qui crée justement l'attirance, tu vois. Donc ça, c'est le premier facteur. Et après, deuxième facteur, bah, c'est ce qu'on appelle le game. C'est-à-dire le game, c'est ta capacité à créer des émotions, etc. Et les deux personnes dont j'ai parlé, et plus les autres que j'ai rencontrées, étaient très très fortes sur ça, tu vois, dans le fait de créer des émotions. Parce qu'au final, c'est ça qui fonctionne, tu vois. C'est le mix entre le détachement, c'est-à-dire être non affecté, mais complètement non affecté par toute critique, rejet, etc. C'est-à-dire, ça te fait rien. C'est comme Doc Gynéco, tu vois. Doc Gynéco, il est là, machin, même chose. Rien ne t'affecte. Ouais. Et plus de la persévérance aussi, parce que c'est facteur important, c'est-à-dire en gros tant que la nana t'a pas dit ouais j'ai pas envie de te parler, casse-toi ou qu'elle se barre, etc. Si elle reste avec toi, si elle continue de parler avec toi, bah en fait il continue. Et c'est ça la persévérance en fait. Mais dans tout ça, il y a aussi, on en revient à l'acceptation de soi, c'est des mecs qui s'acceptent complètement aussi. Ah oui, complètement. C'est ça, c'est pour ça aussi qu'ils sont immunes au rejet et aux critiques, Oui. parce qu'en fait ça leur glisse dessus. Même mon ancien coloc, c'était encore pire, lui il était répulsif.
C'est-à-dire qu'en fait, si t'amenais ce sujet, etc., il te répondait littéralement je m'en fous, je vous emmerde, tu vois, quoi. Il disait ça aux nanas aussi. Et c'est paradoxal, il y a énormément de choses paradoxales en séduction, et une des choses paradoxales en séduction, c'est qu'en général, plus t'es répulsif et plus tu attires, en fait, tu vois. Et mon ex-coloc, c'était ça, il était répulsif envers tout le monde, il aimait personne, etc. Et pourtant, c'était un aimant. Un aimant à mec aussi, c'est-à-dire, en fait, je sais pas, ça t'attirait, tu vois, c'est-à-dire, et côté femme, c'était pareil. Mais est-ce que tu dirais que c'était quelqu'un qui vraiment était pleinement lui-même? Ah oui, pour le coup, oui. Oui, il était lui-même. Il était très anti-système et tout, tu vois. Donc, Mais c'était son truc, il était comme ça, quoi. Il assumait. ouais, il est comme ça. Voilà, polarisation, répulsion, c'est des choses qui marchent, tu vois, qui sont contre-intuitives, Ouais, mais qui mais marche qui marchent. du moment que c'est vraiment la personne qui est comme ça. T'essayes pas de jouer un petit jeu Ouais. à la con en disant un truc que oh, attends, je vais repousser là. Non, c'est juste que en fait, au final, là, il dit tellement ce qu'il pense que de temps en temps, il se trouve que c'est pas ce que pense l'autre, mais Oui, il cherche pas à. c'est ça. Ou tu peux aussi l'autodérision aussi, ça marche très bien. Par exemple, une fois j'en ai rencontré un qui était comme ça. C'était un mec qui était obèse. Et en fait, il disait ouvertement à tout le monde qu'il était gros. Genre, par exemple, quand il parlait, il disait ouais, les gros comme moi, machin, tu vois. Et en fait, il faisait à mort de l'autodérision là-dessus. Et lui, il s'acceptait à 2000% pour le coup. Genre, je sais pas, il te faisait tout le temps des blagues, genre ouais, on va au McDo, machin. Je devrais pas aller au McDo, mais allez, vas-y, je vais m'enfiler 2 Big Mac et tout, tu vois. Et, complètement invulnérable et détaché et autodérision à 200%. Et en fait, ça le rendait séduisant, tu vois. Parce que c'est une personne qui s'acceptait, qui cherchait pas à corriger son obésité, il était OK avec ça. Et il en rigolait, il en jouait, et en fait, ça le rendait attirant, tu vois. C'est paradoxal, mais ça le rend attirant. Et des contre-exemples comme ça, j'en ai vu des dizaines. Et Ce qui t'a amené à dire bon, le physique. ouais, physique, c'est un bonus. Je sais que tous les mecs sont obsédés sur ça. Ça peut aider. Enfin, oui, ça va aider, c'est sûr. Mais toutes les autres qualités que j'ai développées, détachement, etc., sont nécessaires. Tu peux avoir un beau physique, si t'es pas détaché, si t'es un peu fleur bleue, tu vas te péter les dents. Ça marchera pas. J'ai souvent d'ailleurs ça m'arrive d'avoir des clients qui ont très très beau physique, tu vois. Vraiment, les mecs, c'est des statues grecques, tu vois. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Parce qu'il leur manque d'autres trucs. Parce qu'ils n'ont pas de persévérance, ou parce qu'ils n'ont pas de détachement, parce qu'ils sont fleurs bleues, ou parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les femmes, ou tout ça à la fois aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent. Pareil pour. Voilà, on parle beaucoup de physique, et aussi un sujet qui revient souvent chez les mecs, c'est le statut social, tu vois. Je reprends l'exemple de mon ancien coloc qui était au chômage, ça l'empêchait pas de séduire de très belles femmes, tu vois. Après, il n'arrivait pas à les garder, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour séduire, c'est pas indispensable, tu vois. Okay. Ce qui est fondamental quand tu séduis une femme, c'est ta capacité à créer de l'émotion, à créer une connexion. C'est ça qui est important, tu vois. Et ça, c'est indépendant de ton physique. Et si tu as un physique qui n'est pas attirant, ça va être plus difficile. C'est-à-dire au début, la nana va te regarder de travers, etc. Et sauf si elle te rejette, qu'elle te dit qu'elle ne veut pas te parler, bah en fait, tu continues. Et ça arrive souvent. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit avoir déjà rencontré un mec qui au début ne leur plaisait pas du tout, mais qui petit à petit leur fait changer d'avis parce qu'elles apprennent à le connaître, etc. Parce que les mecs lâchent pas l'affaire, tu vois, ils s'arrêtent pas à la première impression. Et aussi parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'arme du physique pour eux, ils le savent, ils vivent avec et du coup ils continuent. Tu vois. Ouais. Je m'avais eu Alban par exemple, une fois j'allais avec lui, c'était rigolo, on est allé en Roumanie, tu vois, et on prend le bus. Les routes c'est un peu dégueu là-bas, les trains et tout, donc on a pris le bus, tu vois. Et puis il y a une femme qui est seule, il s'assied à côté, il fait comme ça, et il tape la discussion tout le long. Et la nana, à plein de reprises, elle a marqué des blancs, tu vois, et tant que la nana lui a pas dit ouais, j'ai pas envie de te parler, bah, en fait, il continue. Et il a couché avec le soir même, tu vois. Okay. C'est amourette de vacances, tu vois, quoi. Ouais. Et alors que la nana ne montrait aucun signe d'intérêt, tu vois. Elle est en mode ouais, bon, on est dans le trajet, bon, je discute, etc. Et une fois qu'on est arrivé au bus, etc., bah, il a proposé, bah tiens, on se revoit le soir et tout, et puis il a dit oui, voilà quoi. Alright. Mike, un mot de la fin? Mot de la fin, ne devenez pas ce que vous n'êtes pas, apprenez à vous connaître, et apprenez à vous connaître par l'expérimentation, par vous confronter au monde réel.
Oui, parfois c'est dur, on se prend des rejets, des échecs, etc. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Plus vous le faites, plus vous confrontez au monde réel, plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous aurez confiance en vous et plus vous aurez de belles choses qui vous arriveront. Et c'est aussi comme ça que vous pourrez rencontrer votre partenaire de vie. Ça vient avec l'expérimentation. Alright. Écoute, merci Mike, c'était passionnant. Merci, Nicolas. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que toi aussi, qui m'écoutes, tu auras appris beaucoup de choses. Merci à toi de m'écouter. Merci à toi Mike d'avoir pris le temps. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bonne journée.